AVC, symptômes, témoignages, prise en charge, piste de recherche, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Candice Sabène. Vous êtes neurologue à l'hôpital Fondation Rothschild de Paris. Le docteur Anne Léger, vous êtes aussi neurologue, mais pas au même hôpital. Vous, c'est aux urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière. Et en duplex, avec nous, Margot Turca. Margot Turca, vous animez un blog qui s'appelle Mon Petit AVC et vous faites partie des 500 000 Français qui vivent avec les séquelles d'un AVC en France. Alors racontez-nous votre histoire, Margot. J'avais 33 ans et je me suis éveillée un samedi matin en ayant une fatigue très persistante avec maux de tête. Je commençais à plus bien parler. Je sentais que j'avais des vertiges et j'ai pas compris de suite ce qui m'arrivait. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, un tout petit peu en réalité, le temps de comprendre, d'y croire parce que j'y croyais pas. Et surtout que j'étais toute seule à la maison avec mon bébé. Et du coup, j'ai compris assez vite, c'est arrivé sur les coups de 8h30 quand je me suis éveillée et j'ai commencé à réaliser aux alentours de 9h30, 10h que là, il y avait vraiment un gros souci et j'ai contacté mes parents parce que j'étais très inquiète parce que ma priorité, c'était mon fils qui allait le garder si j'étais évacuée par le SAMU. Et ensuite, j'ai été prise en charge par le SAMU, mais j'ai eu une prise en charge qui a été très, très longue parce que j'étais trop jeune. On n'a pas vraiment pris mesure de ce qui m'arrivait. On a aussi beaucoup mis ça sur le compte que c'était une migraine avec Cora, alors que moi, je savais pertinemment que c'était pas ça. Et je voyais progressivement mon état se dégrader et je le comprenais. Mais voilà, et du coup, j'ai été évacuée aux urgences quasiment 5 heures après les débuts de mon AVC. Donc, je n'ai pas pu être thrombolisée. Et du coup, je me trouve aujourd'hui faisant partie de ces jeunes personnes en France qui ont été victimes d'un AVC et qui sont handicapées. Alors, 8h30 et 10h30, vous appelez le SAMU. 1h30 entre les deux, c'est beaucoup. Hein. L'AVC, c'est une course contre la montre. Oui, en fait, c'est vraiment une urgence. Alors, la difficulté, c'est d'abord de reconnaître les symptômes. Ça, c'est très bien dit par Margot, c'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler ces symptômes qui sont justement une difficulté à parler, qui peuvent être une difficulté à bouger un côté. Et après, le chronomètre s'enclenche et il faut aller le plus vite possible parce que chaque minute de gagner, c'est des neurones de sauver. Voilà. Mais vous, Margot, en fait, vous aviez reconnu les symptômes, mais vous n'aviez pas voulu y croire au début. En fait, j'ai toujours été lucide sur le fait que je faisais un AVC parce que je sentais bien qu'il y avait un problème au niveau de ma parole, de mon incohérence, des vertiges. Mais dans ma tête, je me disais, tu es trop jeune, ça ne peut pas être ça. Mais à partir du moment où j'ai appelé les secours, je leur ai dit, je fais un AVC, j'ai tout le tableau clinique. Je le savais parce que dans le cadre de mon travail, je suis enseignante. Je faisais partie des enseignants qui faisaient la formation premiers secours aux élèves et j'avais été formée là-dessus. Donc, je savais pertinemment que je faisais un AVC. Mais voilà, au début, par mon jeune âge, j'ai refusé d'y croire. Et puis, progressivement, la réalité m'a sauté aux yeux. Hein, je faisais un AVC. Et vous avez refusé d'y croire, mais apparemment, les secours ont refusé d'y croire aussi un petit peu au début, non ? Oui, parce qu'en fait, ils m'ont posé des questions auxquelles je répondais très bien pour eux, mais en fait totalement à côté de la plaque. Donc, je leur ai donné un âge qui n'était pas le bon âge. Je leur ai donné mon adresse, c'était pas la bonne adresse. Et comme si je répondais du tac au tac, mais que c'était pas les bonnes réponses, moi je le savais pertinemment que c'était pas les bonnes réponses. Pour eux, c'était plutôt, ils pensaient que c'était une migraine avec aura et du coup, ils n'ont pas compris la réalité de la situation. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes qui auraient pu alerter Margot avant ? Tout dépend. Il est possible, souvent avant un AVC, on peut avoir des prémices, des symptômes transitoires qui restent
qui ne durent pas longtemps, qui peuvent être des signes d'alerte, ce qu'on appelle des AIT. Mais il peut arriver que les symptômes arrivent brutalement sans de prémices antérieures. Et encore une fois, ces troubles du langage peuvent tout à fait correspondre à des signes d'AVC. Il y a plusieurs types de troubles du langage, mais avec les céphalées qu'elle a présentées également. On peut aussi avoir une paralysie du corps, d'un hémicorps, ou des troubles sensitifs, ou des troubles de l'équilibre. Elle parlait tout à l'heure de vertige. Avec le recul, Margot, est-ce que vous vous dites, tiens, oui, il y a des symptômes qui auraient dû m'alerter maintenant que vous connaissez bien la maladie, puis maintenant vous animez votre blog, donc vous êtes vraiment à fond dans l'AVC, hein, si j'ose dire. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous vous dites, ah tiens, il s'était produit ce petit truc-là, ça aurait pu m'alerter ou dû m'alerter? Eh bien, la réponse est oui, car avant mon AVC, j'ai fait 4 AIT. Et je n'ai pas réalisé que c'était des AIT. J'étais une jeune maman avec un bébé. J'avais eu des soucis de santé post-accouchement. Et du coup, tout ça, je le mettais sur le compte de la fatigue. Et comme je vous l'ai dit, je suis enseignante, donc dans un état de stress assez important. C'était dans la période des conseils de classe, des réunions parents-professeurs. Donc, tous ces signes, j'en ai eu 4. Et je ne les ai pas du tout analysés comme il fallait. Et mon dernier AIT, qui était vraiment très, très bizarre, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il était un mercredi et j'ai fait mon AVC le samedi. Et franchement, si j'avais réalisé, j'aurais appelé le 15 à ce moment-là immédiatement. Mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Alors, AIT, docteur Anne Léger, qu'est-ce que c'est? Alors, si on reparle du mécanisme, hein, c'est un signal d'alarme, c'est vraiment l'alerte, le syndrome d'alerte. C'est en fait ce qui va se passer, c'est que l'artère va se boucher et va se déboucher très vite. Donc on a juste le temps d'avoir des symptômes et puis finalement, ces symptômes disparaissent. Et très facilement, comme ça, comme ils disparaissent, comme tout revient à la normale, et bien facilement, on va avoir tendance à trouver une autre explication. Alors qu'en fait, c'était ce signal d'alarme et il faut tout de suite consulter pour éviter justement qu'à nouveau l'artère se bouche et puis que cette fois-ci, elle ne se débouche pas. AIT, ça veut dire accident ischémique transitoire. C'est ça. Donc voilà. transitoire, ça ne dure pas. Ouais. Ischémique, c'est bouché. Voilà. Et accident, ça arrive. Le meilleur terme, c'est se dire, c'est vraiment le syndrome d'alerte en fait. Oui. Vraiment... Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un AIT? Alors, c'est les mêmes symptômes, c'est vraiment les mêmes symptômes, c'est-à-dire un trouble du langage transitoire, la main qui transitoirement fonctionne plus, lâche l'objet, le pied qui se dérobe. Et pendant combien de temps? Ça dure quoi? Quelques minutes, secondes, quelques dizaines de minutes ou... Quelques dizaines de minutes. Après, si ça dure plus que 10 minutes, un quart d'heure, souvent ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va trouver... Alors là, c'est un peu plus technique, c'est le médecin va faire une imagerie cérébrale et quand on va faire l'imagerie cérébrale, on va voir la trace déjà un petit peu de ce qui s'est passé dans le cerveau. Mais cliniquement, les gens vont avoir 10 minutes, un quart d'heure, maximum 1 heure de symptômes, puis après ça rentre dans l'ordre. Candice Sabène, on a des statistiques, on sait combien de personnes font des AIT et vont faire un AVC derrière, c'est quasi réglé comme sur du papier à la musique, on fait des AIT, on va faire un AVC. C'est pas systématique, mais à peu près un tiers des patients qui font un AVC auront fait un AIT les jours précédents. Et pareil, par contre, les patients qui font un AIT ont un risque important de refaire un AVC. D'où l'urgence et la nécessité. Donc c'est pas à prendre à la légère. C'est ce que disait Margot. En fait, si j'avais su, je serais allé à l'hôpital. Alors l'hôpital, Margot, vous avez fini par y aller, hein, finalement. Hein, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis rentrée à l'UNV du CHU de Bordeaux, à Pellegrin, et j'ai été payée en charge. Donc, on m'a fait un IRM et on m'a confirmé ce que je pensais, que c'était un AVC ischémique, ce qui a d'ailleurs désarçonné le neurologue, parce que quand il me l'a expliqué, je lui ai dit « Ah, c'est que ça !» Et il m'a dit « Mais comment ça, vous n'avez pas compris ?» J'ai dit « Si, j'ai fait un AVC, mais je ne suis pas morte, c'est cool. » Donc, j'ai toujours été très lucide. J'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Et ensuite, je suis partie en centre de rééducation parce que, justement, j'avais beaucoup de séquelles. J'en ai toujours aujourd'hui. Et je suis partie donc réapprendre à vivre. Alors, c'est quoi vos séquelles aujourd'hui, Margot? Parce que d'après ce que j'entends, moi, là, ça fonctionne bien là-haut, hein, quand même. Hein. Ça a toujours hyper bien fonctionné. En réalité, je souffre d'une aphasie
légère. Elle était modérée au début, maintenant elle est devenue légère. Donc c'est un trouble du langage. Donc moi, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes à lire et à écrire. Ça, c'est un gros souci pour moi. Et des soucis des fois de compréhension, mais ils sont relativement minimes. À côté de ça, j'ai une apraxie du discours, donc c'est pour ça que je parle avec le visage qui a une mobilité bizarre. Je souffre aussi de douleurs neuropathiques au pied droit. Qui m'handicape quand même un petit peu. J'avais une hémiparésie droite qui aujourd'hui est en train de se corriger. J'ai récupéré ma faiblesse musculaire parce que je marchais plus au début, donc j'ai appris à marcher. Et je souffre aussi de troubles cognitifs post-AVC et d'une énorme fatigue, une fatigue qu'on ne peut pas imaginer. Alors, et vous, est-ce que vous estimez que vous faites des progrès, que vous récupérez petit à petit, ou alors c'est compliqué? Tous les jours, j'ai l'impression de progresser. Je vois des choses qui s'améliorent. Et chaque jour, j'essaye de me rééduquer. Donc, ça peut être... alors, je fais beaucoup d'orthophonie. Et après, quand je suis pas en éducation, sachant que en éducation, je fais orthophonie, kiné, et je suis dans un protocole de soins au CHU de Bordeaux. Quand je ne suis pas en éducation, tous les jours, je m'astreins à faire des tâches qui vont me faire travailler. Donc, je travaille sur la double tâche, je travaille sur la lecture, je travaille sur l'écriture, je marche beaucoup. Voilà, j'essaye de faire plein de choses, toujours dans l'optique de progresser tous les jours pour pouvoir récupérer petit à petit de mon AVC parce que je n'ai que 35 ans et il est hors de question que ma vie s'arrête. Ouais. Ah, vous avez vu, Margot, moi j'ai mon petit stylo rouge, hein, mon petit stylo rouge de prof. Alors on va la noter, Margot, on va dire en progrès, hein, en progrès permanent. Vous étiez prof de quoi, Margot? J'étais professeur d'art plastique. Ouais, et c'est fini alors maintenant? Ou alors Je vous sais avez pas. l'espoir de redevenir prof un jour? J'ai l'espoir de devenir prof parce que c'était toute ma vie. Moi, l'enseignement, j'ai été diplômée très jeune. J'ai eu le concours alors que j'allais fêter mes 22 ans. Donc, ça faisait 10 ans que j'enseignais. Et c'était vraiment le rêve de ma vie, enseigner. Donc, j'espère que ça ne s'arrête pas comme ça d'un coup. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi d'envisager de prendre l'enseignement parce que je souffre d'une hypersensibilité au bruit. Et s'il y a plus de 4 personnes qui parlent en même temps, ça me rend mutique. Je fais des crises de mutisme. Alors, dans une classe avec 30 élèves, c'est inenvisageable. Et surtout, la fatigue, je peux pas. C'est impossible pour moi de gérer cette fatigue énorme. Déjà, avec un seul enfant, je suis épuisée. Alors, avec 30, je ne sais pas comment je pourrais faire. Bon, ben, on verra pour reprendre les cours plus tard. En tout cas, peut-être refaire de l'art plastique. Anne Léger, elle s'en sort super bien, Margot, non? Oui, Hein? c'est impressionnant. Puis c'est impressionnant aussi ce dynamisme-là. C'est impressionnant le dynamisme. Ce travail, Elle est géniale, Margot. Vous êtes géniale, Margot. On vous aime. Merci. Allez, on va reparler médecine pure. Les docs, un AVC, qu'est-ce que c'est? Comme le disait Anne, il y a deux types d'AVC. Il y a les AVC ischémiques, où là c'est une artère qui se bouche, et les AVC hémorragiques, où là c'est une artère cérébrale qui saigne. Les AVC ischémiques sont plus fréquents, sont 85% du type des AVC, et les AVC hémorragiques moins fréquents, mais tout aussi graves. Et entre les deux, il y a ces petits AIT, hein, c'est ça, accident ischémique transitoire. Les symptômes, qu'est-ce que c'est? Les symptômes, encore une fois, c'est donc la survenue de troubles du langage ou alors troubles de la motricité, soit d'un bras ou d'un hémicorps, des troubles de la sensibilité, des maux de tête qui peuvent être présents, pas obligatoires. Quand vous dites hémicorps, alors qu'on parle français pour les gens qui nous regardent, quand on a un mâchoire qui tombe comme ça d'un côté, qu'on est un peu comme ça, puis qu'on a du mal à parler, on est en train de faire un AVC. Voilà, c'est brutalement un côté qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal, que ce soit le bras, la jambe, les deux, et la bouche qui fonctionne mal. Voilà. Et on s'aperçoit que ça fonctionne mal, mais on ne peut rien y faire.
Alors parfois on essaye de faire et on ne contrôle pas bien. Parce que parfois on essaye de faire, la main on arrive un peu à la contrôler, mais pas comme on devrait normalement. Qu'est-ce qu'on fait? Là, dès que ces symptômes surviennent, ce qu'il faut faire, c'est prévenir les secours, appeler On appelle le 15 ou on appelle les pompiers. Appeler le 15. Le 15 ou le 18, pareil. Oui, enfin... Ouais. On appelle les secours. Les secours, Voilà, en tout on va cas. pas faire de jaloux. Vraiment, pas perdre de temps, essayer de prendre rendez-vous pour aller voir un médecin 3 jours plus tard. Non, chaque minute compte. Et toute une filière est en place pour vraiment ne pas perdre une minute. Et en appelant le 15, du coup, on déclenche cette chaîne de secours. Ça, faut bien insister là-dessus. Hein. Chaque minute compte, vous venez de le dire. Et vous avez dit en début d'émission, chaque minute, c'est des neurones sauvés. Ouais, ça, c'est 1 million hein. de neurones qui est sauvé chaque minute. Donc c'est la course contre la montre. L'AVC, c'est la course contre la montre. Ouais. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Comme d'autres maladies, comme l'infarctus, mais Exactement. l'AVC, c'est la course contre la montre. On a bien vu ce qu'on faisait en urgence, on appelle les secours. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment on place le... Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne prend pas un sachet d'aspirine en pensant que ça va faire passer les choses, parce que justement, comme parfois ça peut être une artère qui est en train de saigner, le sachet d'aspirine aggrave les choses. Oui. Donc on ne prend pas, voilà. On ne prend pas de médicaments, met le malade en position latérale, Voilà. qui n'aspire pas son... On ne prend pas un son verre d'eau, vomi. on ne prend pas de couche médicaments. pas en se disant que ça ne va pas passer avec un peu de sommeil. Voilà, il faut tout de suite... Oui, ça c'est vrai que c'est une réaction qu'on a hein, souvent, de se dire je ne me sens pas bien, alors ça va passer avec un peu de sommeil. Et parfois ça ne passe pas et on y passe. Voilà. Hein? Ouais. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que si on est tout seul, enfin en tout cas on ouvre sa porte pour que les pompiers puissent rentrer ou les secours entrer, on se met au sol pour ne pas tomber, plutôt en position latérale de sécurité, puis les secours arrivent. On n'y pense pas ça. Vous aviez pensé à ouvrir votre porte, Margot, pour que les secours puissent rentrer? Comment ça s'est passé? Évidemment que non. Non, moi, ma chance, c'est que comme j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent garder mon fils et que mes parents sont pharmaciens, mon père, quand il m'a eu au téléphone, il l'a compris immédiatement. Donc, il est arrivé, il avait la clé de chez moi, il est rentré. Et heureusement que je l'avais parce que je ne sais pas si j'aurais eu la lucidité d'esprit d'ouvrir la porte. Et puis surtout, moi, je vous le dis, j'étais focalisée sur une seule chose, mon fils qui avait 14 mois à l'époque. Donc, je ne pensais même pas à moi. Alors, on arrive à l'hôpital. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? Justement, pour savoir si c'est une hémorragie ou un bouchon, parce qu'on ne fait pas la même chose derrière. On fait quoi? On fait un petit scanner? Alors, en fait, il y a c'est ce que disait Candice, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une procédure d'alerte d'urgence, c'est-à-dire que vous allez arriver non pas aux urgences générales, mais en fait dans une procédure de prise en charge de l'alerte AVC, avec une équipe qui est prévenue, et en fonction du protocole de l'équipe qui vous prend en charge, ce sera soit une IRM cérébrale, soit un scanner, plus un angioscanner. En fait, la question qu'on se pose, c'est: petit 1, est-ce que ça saigne ou est-ce que c'est une artère qui est bouchée? Et pour répondre à cette question-là, en fait, il faut tout de suite faire une imagerie cérébrale. Donc, en fonction du protocole, à Bordeaux, donc c'est une IRM qui a été réalisée. À la Fondation Rothschild ou à la Pitié-Salpêtrière, c'est une IRM qui est réalisée, mais dans d'autres hôpitaux, ça va être un scanner, un angioscanner. Alors, dans certains pays, en Allemagne notamment, il y a des ambulances qui sont équipées de scanners. Ça fait gagner du temps, ça, Candice? Le but, effectivement, c'est que le patient puisse être, juste après le domicile, scanné et qu'on puisse voir ce qui se passe pour pouvoir entreprendre le plus vite possible le traitement. Après, pour l'instant, effectivement, c'est mis en place en Allemagne et l'idée, c'est de... Ce serait le rêve, ça, le scanner, avec la 5G, poum, on envoie l'image au spécialiste et qui dit on met un thrombolytique ou on n'en met surtout pas, c'est ça? Alors, il y a un protocole de recherche à Paris. Voilà, qui est à l'étude. L'une des difficultés, c'est que les rues de Paris sont beaucoup plus étroites que les rues de Berlin. Et donc, c'est plus compliqué une très grosse ambulance avec un scanner à déplacer. Elles ne sont pas plus grosses, ces ambulances, avec les scanners? Si, beaucoup plus, parce qu'elles doivent être moi, j'en ai vu au protégées. RSNA à Chicago. Là, ouais, mais il faut qu'elles aient vraiment une radioprotection. Je n'ai pas l'impression qu'elles étaient beaucoup plus grosses. C'est comme des camions... on n'est pas là pour parler camion. Hein. Alors, après un AVC, les séquelles les plus courantes, Candice? Les séquelles, c'est en dehors des troubles du langage ou des troubles
de motricité qui ont révélé l'AVC. Ensuite, effectivement, comme présente Margot, les troubles de la fatigue c'est fréquent. On peut avoir des troubles cognitifs, des difficultés de mémorisation, de concentration qui sont également dus à l'AVC. Des troubles de l'humeur, mais en plus de ces troubles moteurs et de ces troubles du langage et visuels. Alors, on ne va pas être complètement négatif. Il y a quand même 60% des gens qui récupèrent d'un AVC. On peut dire que Margot, elle fait partie de ces 60%, clairement. Alors en fait, il y a deux choses. D'abord, on a fait d'énormes progrès dans les traitements de phase aiguë dont malheureusement Margot n'a pas pu bénéficier, mais on a des traitements justement. Pourquoi il faut aller très vite? C'est parce que quand l'artère est bouchée, on a des traitements pour les déboucher avec des médicaments qui débouchent et puis des procédures où on va monter un petit cathéter, on va attraper le caillot et ça permet de déboucher. Et donc ça a permis de faire des progrès très importants. Et la deuxième chose, c'est que débouché ou pas débouché, on a aussi des techniques de rééducation dont probablement Margot a bénéficié et qui permettent au cerveau de récupérer grâce à sa plasticité, de cicatriser et justement de récupérer comme ça. Quand on a fait un AVC, on peut faire un deuxième AVC? C'est possible de refaire un deuxième AVC, mais en mettant en place un traitement de prévention secondaire, en traitant les causes de l'AVC et les facteurs de risque cardiovasculaire au maximum. On limite ce taux de récidive. AVC hémorragique, AVC ischémique, est-ce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre? Alors oui, l'AVC hémorragique est globalement au début plus grave parce que justement on n'a pas les traitements de la phase aiguë, on n'a pas de traitement qui permet d'empêcher que ça continue de saigner et l'AVC hémorragique génère plus de complications et plus de mortalité à la phase aiguë. Ouais. Margot, est-ce que vous prenez des précautions, vous, aujourd'hui? Vous avez changé votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ben moi, je n'ai pas changé mon hygiène de vie, puisque de toute façon, ce n'est pas ça qui a causé mon AVC. Moi, j'avais une malformation cardiaque, j'avais un FOP, un foramen ovale perméable, et en fait, je ne le savais pas. Donc moi, avant ça, j'ai toujours bien mangé correctement, j'avais pas de cholestérol, pas d'hypertension, je marchais beaucoup. Donc moi, j'avais aucun facteur de risque, à part que je fumais un petit peu. Mais même mes médecins m'ont dit, c'est absolument pas ça qui est la cause de l'AVC. Et du coup, on s'est rendu compte que j'avais cette malformation cardiaque là. Donc moi, j'ai pas changé ma vie au quotidien. Par contre, j'ai un traitement de fond pour éviter la récidive. Alors, justement, le tabac, le mot est lâché. Quelles sont les autres causes d'AVC, enfin les facteurs de risque, on va dire? Allez, qui commence? Allez-y. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. Le diabète, l'hypercholestérolémie, donc le tabac, la consommation d'alcool, l'alimentation en général. La sédentarité. Alors là, c'était les facteurs de risque. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, justement? Faire du sport, il faut mieux manger. 50% du traitement, 50% de la prise en charge, c'est de prendre ces traitements, de prendre les traitements de prévention secondaire. Et 50%, ça va être l'hygiène de vie. Donc la perte de poids, une activité physique régulière, diminuer de façon très importante la consommation de sel, qui a tendance à augmenter la pression artérielle. Le sevrage complet en tabac et la diminution de la consommation d'alcool. Alors le sel, c'est pas toujours facile, parce que le sel caché, il y en a un petit peu partout. Donc on va dire quoi? Éviter les aliments transformés déjà. Oui, faire attention à tout ce qui va être soda, eau pétillante, etc., où il y a du sel un peu caché partout. Et puis, certaines eaux minérales aussi pétillantes, où il y a du sel. Il faut faire attention à tout ça. Et puis, donc en bref, il faut parler avec son neurologue et son médecin. C'est une discussion à avoir. Les pistes de recherche, il y en a? Candice? Bien sûr. Allez, alors lesquelles? Allez. À chaque endroit de la prise en charge, mais au niveau des traitements qu'on administre qui permettent de dissoudre ce caillot, il y a des pistes pour essayer d'autres traitements que celui qu'on utilise actuellement, avec des temps d'administration peut-être plus étendus, d'autres techniques de désobstruction par thrombectomie mécanique et de dispositifs, des neuroprotecteurs ou autres.
toute une... Est-ce qu'il y a des choses en une minute, il nous reste une minute pour conclure, est-ce qu'on peut recréer des réseaux neuronaux? Alors, il y a des techniques de rééducation, des techniques en fait, qui favorisent un peu la plasticité cérébrale. Et puis, il y a des pistes de recherche, oui, sur, de rééducation avec des idées de greffe, des idées, voilà, de choses comme tout ça, pour l'instant, c'est des pistes, ça n'est que des pistes, hélas. Eh bien, écoutez, merci à toutes d'être passées sur le plateau de Capital Santé. Docteur Candice Sabène, je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Fondation Rothschild de Paris. Vous, docteur Anne Léger, vous êtes neurologue aussi aux urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière. Et vous, Margot Turca, notre dynamique témoin, elle est super, Margot, je vous adore, Margot. Vous êtes auteur, vous animez le blog Mon Petit AVC. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup encore pour votre témoignage. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.